il n'y a pas d'école en fait pour faire notre métier. Hein. On n'a pas d'autre choix que de venir, entre guillemets, de mettre les mains dans le cambouis. Donc. Et ça s'est toujours fait comme ça. On n'est pas nous de formation, on n'a pas fait une formation spécifique pour reprendre cette entreprise. Donc voilà, travailler les fruits, les macérations, etc., on l'a appris ici. Et on a tout un passif, on a le savoir-faire qui est là depuis des générations et on s'applique à travailler les meilleurs fruits possibles, les meilleurs ingrédients. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qu'on apprend juste par transmission et par oral, hein, finalement, et en faisant. Voilà. Très souvent, des fournisseurs deviennent après des amis parce qu'on entretient des très bonnes relations et pour nous, c'est très important. Donc ça fait partie du savoir-faire, ça fait partie des relations qu'on met en place et c'est ce qui participe aussi à la bonne qualité de nos liqueurs. Alors la maison Briottet, c'est une maison qui a été créée en 1836. Donc au départ, en fait, on ne faisait pas de la crème de cassis. Hein. Au départ, on faisait du vin. On était négociant en vin. Parce que la crème de cassis a été créée qu'en 1841 à Dijon. Donc 5 ans après la création de la maison. Avant 1841, on ne consommait pas de crème de cassis. Ça n'existait pas. On parlait de ratafia de cassis, on parlait d'autres choses. Et la technique de la crème de cassis, c'est-à-dire on prend des baies de cassis, on les fait macérer dans de l'alcool neutre et de l'eau. Et ensuite, on récupère le jus en ajoutant ensuite du sucre blanc. Ce procédé-là n'était pas utilisé avant. Donc ça a été créé en 1841 à Dijon. Et en fait, c'est un produit qui a beaucoup plu. Et après, du coup, donc voilà, c'est parti de Dijon. Après, ça a inondé la France. Et puis maintenant, la crème de cassis, vous en avez partout dans le monde. Voilà. Regarde là, ce gros là. Ouais, tu vois? Je prends ma dose de vitamine C là. Tu peux, je sais pas s'ils sont mûrs. Hein. Si, j'en trouve. Je parce qu'à mon avis, sinon ça va être acide. Donc la récolte s'annonce quand même plutôt bonne. Bah ouais, plutôt correct. Pas, je pense que ça va être un peu dans la lignée de 2020 quoi. Non, il y en a quelques-uns qui sont vraiment mûrs pour le coup. Hein. Ouais. Le seul truc qui me gêne, toi, c'est qu'effectivement, on va avoir un effet pervers d'avoir la fleur ayant duré pendant 3 semaines. Résultat, la maturité va être hétérogène et on va perdre les premières belles baies. En plus, c'est souvent les plus grosses, les premières, parce qu'on va vouloir attendre que les dernières petites vertes mûrissent. Quoi. Ça, c'est toujours le truc. C'est le piège, parce que les petites vertes, des fois, elles mûrissent jamais et tu perds les plus grosses. Et en fait, plus les grosses partent, le taux de verte, finalement, augmente. Et tu crois faire mieux et tu fais pire. Quoi. Mais bon, on verra, on va essayer de s'adapter. Si on a de l'eau ce week-end, ça va être top. Hein. Nous, on a choisi de se différencier un peu de nos confrères. Nous, on travaille qu'une seule baie, c'est le noir de Bourgogne. C'est la baie la plus aromatique, la plus puissante, c'est la meilleure, mais fatalement aussi c'est la plus chère. C'est la plus sensible aux aléas climatiques, etc. On va s'attacher à avoir une liqueur qui ait un nez, qu'on puisse l'identifier assez rapidement, parce que quand on fait une dégustation de liqueur, finalement, c'est un peu comme le vin. On va déjà sentir et après on va goûter. Donc il faut avoir les deux paramètres. La variété noire de Bourgogne est la variété emblématique de la région Bourgogne. C'est une variété dont on ne connaît pas tous les secrets. Hein. On sait en tout cas que dans nos terroirs, donc selon les aspects agroclimatiques, pédologiques, on a une expression de cette variété noire de Bourgogne qui est assez exceptionnelle. C'est une variété qui est peu productive, il n'y a pas de grosses quantités à l'hectare. Par contre, elle est extrêmement puissante en arôme, en couleur, avec une acidité qui lui donne un très bon équilibre dans une crème de cassis. Donc c'est la variété de prédilection pour les licoristes.
Ce qu'il est certain, c'est que cette variété Noir de Bourgogne a été testée sous d'autres terroirs, même à l'étranger, et il n'arrive pas à retrouver les mêmes caractéristiques dans le fruit que ceux que l'on a en Bourgogne. Donc il y a un lien au terroir qui est évident, qui fait que notre protection, là, de par notre localisation, en fait. Ce n'est pas quelque chose de délocalisable. C'est une plante, et en particulier la variété Noir de Bourgogne, qui est extrêmement sensible. Donc il ne faut pas qu'elle soit dans des conditions de stress. Automatiquement, elle est comme nous, lorsqu'elle stresse, elle n'est pas en super forme. Donc pas de stress hydrique, c'est-à-dire qu'elle puisse avoir de l'eau à disposition facilement. Ça veut dire des sols relativement aérés, des sols avec une bonne réserve en eau, des expositions qui la tiennent à l'abri des gros coups de froid du printemps. Donc voilà, on protège du nord par de la forêt, là c'est une condition un peu idéale, avec une exposition au sud. Donc l'implantation des parcelles ne se fait pas n'importe où. Il n'y a rien à inventer, il faut énormément d'observation. Ça c'est la base. Peut-être qu'on l'a un peu oublié les décennies précédentes. On avait tendance à, dès que l'on voyait un problème, alors que ce soit un insecte, un puceron ou une tache d'odium, on avait tendance peut-être à intervenir. Aujourd'hui, on s'est fixé des seuils d'intervention, c'est-à-dire un seuil sous lequel on considère que la plante va pouvoir résister ou passer le problème sans qu'on ait à intervenir chimiquement. Et au niveau des maladies, on a tout à fait cette même logique-là, c'est-à-dire on laisse faire la nature dans un premier temps, parce que généralement elle est bien faite, et si on voit que la nature n'arrive pas à répondre aux problèmes qui se posent, parce que les conditions météo font que l'odium est en train de se développer et que la plante n'a pas la capacité de résister, à ce moment-là on intervient ponctuellement. En clair, ce qui veut dire que 20 à 25 ans en arrière, sur un cassis, il était relativement normal de passer un produit 5 à 6 fois durant l'année. Aujourd'hui, moi, sur l'exploitation, j'ai fait 2 passages cette année. Je pense m'en arrêter là. C'est peu probable que je revienne parce que l'été va être sec, donc ça ne va pas être une période où il y aura des développements de maladies. Donc j'aurai 2 passages cette année simplement. Donc, on est dans une démarche de ce qu'on appelle haute valeur environnementale, HVE. Et on est déjà un groupe de quelques exploitations et de passés en HVE3. Moi, je l'ai été en 2020. J'étais une des premières sur le groupe de producteurs. Et petit à petit, on amène nos producteurs à faire ces efforts-là et à aller sur une démarche de certification HVE3. Claire et Vincent, c'est la nouvelle génération. Elle est beaucoup plus jeune et puis j'apprécie parce qu'elle est extrêmement professionnelle. Tout comme Vincent, on sent la génétique du papa et de la famille parce que Gérard était comme ça. C'est une entreprise qui est extrêmement humaine dans ses relations et c'est ce qu'on apprécie. C'est vraiment un travail de partenariat. Il faut savoir que dans le passé, on était une vingtaine de producteurs de crème de cassis à Dijon, et là on n'est plus que 4. Et on est les plus petits. Donc là-dessus, notre père nous a jamais dit c'est ancré, quand vous aurez 18 ans, vous serez à la maison et puis vous ferez ci, vous ferez ça. Non, il nous a laissé faire nos études, il nous a laissé nous développer, on va dire, professionnellement. Et après, on était chacun dans une branche et Claire a souhaité revenir. Et puis moi, je suis revenu à peu près 8 mois après. Et là, c'est commencé vraiment le travail de transmission. Et voilà, on a eu la chance d'avoir une entreprise qui s'est toujours transmise en fait de père en fils et maintenant donc fils et fille avec mon frère.
Et on est là depuis... Au moins 1900. Au moins 1900 voilà. dans ces locaux, ici, Voilà. au cœur de Dijon. C'est ce qui est quand même hyper atypique parce que c'est historique. Les gens n'imaginent jamais qu'on fabrique tout ici parce qu'on est à 2 pas de la mairie de Dijon, 2 pas de l'hypercentre de Dijon. Et on fabrique bien tout ici. Mais c'est l'histoire qui fait ça. Hein, parce que en soi, c'est pas le plus pratique. Mais notre histoire, voilà, on est chez nous. C'est notre histoire, le charme. Et à chaque fois, je dis, c'est une entreprise qui est dans son jus. Quoi. Voilà, peut-être dire un petit mot. Là, par exemple, on est dans quelle pièce? On était dans la salle à manger de la grand-mère, la salle à manger et le salon, où on jouait au bridge. Et puis là, j'ai pris des repas merveilleux ici, avec une grande table blanche, l'employé qui nous servait à table, la sonnette qui était au pied, qui est toujours active là-bas, pour remplir en cuisine qui est juste à côté. Voilà, les grandes nappes, c'était bien, j'adorais. Et l'arrière-grand-mère, qui était avec du gratin dauphinois, prenait tout le grillé, puis nous laissait tout le reste, parce qu'elle n'aimait que le grillé. Voilà, c'est l'anecdote. Et puis voilà, donc il y avait toute cette maison qui était, puis les bureaux étaient en face. Bon, force de chiffre d'affaires, on avait besoin de la place, puis on a mis les bureaux là. La grand-mère étant plus là, on en a transféré. Puis j'ai mis ma sœur là-haut, comme ça, elle me garde l'usine, gratuitement, hein. C'est bien. Hein. Puis voilà. Donc voilà, on a récupéré un bout de la maison historique dans laquelle il vivait pour installer les bureaux. Quasiment tout le rez-de-chaussée de la maison maintenant, c'est les bureaux. Et ça nous a c'est toi qui as fait ça il y a quoi, 15-20 ans? À chaque fois on dit 15 ans, mais maintenant le temps file. Donc je pense maintenant ça fait 20 ans. 7 ans de plus, voilà. Ça va faire 20 ans pour récupérer un petit peu de place, parce que étant au centre-ville, c'est un peu le problème. On ne peut pas rajouter un entrepôt, on peut pas. À chaque fois je dis, le jardin de la maison, c'était hyper sympa, qui était à l'arrière de la maison. Maintenant c'est un petit entrepôt parce qu'on a quand même besoin de place pour les bouteilles, les palettes. Voilà. Mais bon, alors on est toujours au même endroit et on y arrive quand même. L'entreprise, elle est tout le temps en évolution. Et nous, on a pris le virage un peu Internet, on va dire, qui était déjà lancé, mais pas autant que maintenant. Il y a le commerce international qui a bondi en flèche. Donc on essaye toujours d'innover. On est une entreprise un peu traditionnelle, mais traditionnelle qui est tournée vers l'avenir. Et du coup, on fait aussi des choses que des grosses maisons ne peuvent plus forcément faire. C'est tous les produits qu'on va faire à la main, justement, tout ce qui demande du temps. Tout ce qui n'est pas finalement bouteille 70 centilitres. Toutes nos autres formats de bouteilles, en général, sont remplis à la main. Dès que vous voyez de la cire, il n'y a pas d'autre choix que de les tremper 2 par 2 dans un seau de cire. Toutes ces opérations-là qui sont très longues, ça c'est des choses qu'on voit de moins en moins dans les autres entreprises et qu'on souhaite conserver tous les deux, parce que pour nous, ça fait partie justement du savoir-faire de la maison. Donc tout ça, on veut continuer, et pour nous, c'est important parce que ça fait partie de l'identité de notre entreprise. Madame Brioté, elle a un savoir-faire depuis son papa, depuis même bien au-delà, et elle refait le cassis comme ça doit être fait, avec un savoir-faire, et ce savoir-faire-là, il s'est transmis de génération en génération. J'adore le cassis. Je trouve qu'on peut le marier avec plein de choses. Vous faites un magret de canard au cassis. Voilà. Alors, je dis toujours qu'au départ, il faut avoir un bon cassis et une belle crème de cassis. Toutes les crèmes de cassis ne vont pas. L'idée, vous allez voir, c'est que les échalotes, elles vont prendre le cassis. Donc l'échalote, elle va devenir toute rouge, elle va devenir violacée. Et c'est ça qui est intéressant. Et surtout de ne pas les enlever. Parce que ce côté échalote confit dans la crème de cassis, ça nous amène encore des choses, et dans la sauce, il faut les retrouver. Alors après, c'est vraiment une histoire de goût. Moi, je trouve que l'échalote comme ça, qui est confit dans la crème de cassis, voilà, il y a de la mâche, il y a quelque chose qui se fait. Et avec le foie à poêler, moi je trouve que ça fait un peu comme si on faisait une compotée d'oignons, un chutney d'échalote ou des choses comme ça. Donc on amène de la matière, mais on reste vraiment sur le fruit et sur le cassis. Allez, on a le foie gras, on a la pomme. On sent déjà, je ne sais pas si vous sentez, moi je retrouve déjà les effluves de cassis, et on vient juste de mettre, c'est ça qui est agréable, ce côté fruité, cassis, il y a un côté boisé, sachant que comme ça va bouillir, on va évaporer une partie de l'alcool. Donc là on va vraiment se retrouver sur le produit brut et sur le côté fruité. Allez, on est reparti.
La crème de cassis, j'en mets dans beaucoup de plats, même quand on fait une vinaigrette. J'ai tendance à mettre toujours un peu de vinaigre, autant de vinaigre que de crème de cassis. Donc je mets souvent vinaigre de vin au cassis, je rajoute de la crème de cassis, souvent un balsamique, et ensuite je mets l'huile. Et je fais un mélange huile d'olive et huile neutre, c'est-à-dire une huile de tournesol ou pépins de raisin. Et on a de la matière. La salade ordinaire, elle devient extraordinaire. Non, c'est vrai. On a une super couleur déjà. On a des cassis. Il y a des couleurs qui sont pas pareilles. Il y a des cassis qui sont très qui sont très noirs et qui tirent sur la lie de vin. Et là, moi, je trouve qu'elle est très fruitée. Elle est vraiment sur le côté fruits rouges. Et ça, c'est important. Et encore une fois, après, c'est dans le process de fabrication de chez Brioté. Eux, ils le font comme ça. Et c'est vrai que celle-là tient particulièrement bien à la cuisson. C'est sublime. C'est sublime. Concrètement, notre entreprise, elle a une histoire et c'est pas juste une date écrite sur une bouteille. Voilà. Avec Vincent, on l'a aussi en tête de garder entre guillemets une petite entreprise qui puisse après être transmise à une personne, éventuellement deux, de se dire qu'on est vraiment maître de ce qu'on fait. Je trouve que c'est une vraie chance. Voilà. C'est une vraie chance. On est, en tant qu'entrepreneur, on a des galères au quotidien comme tout entrepreneur, mais l'avantage c'est que on veut faire quelque chose, on peut le faire et ça ne demande rien à personne. Tous nos confrères sont partis dans des zones industrielles qui sont beaucoup plus confortables. Donc ça, je pense que ça va devenir un challenge dans le futur, de pouvoir continuer à travailler chez nous. J'aimerais qu'on puisse continuer à travailler comme ça et garder des murs qui sont vraiment l'image de l'entreprise et c'est là que tout a démarré.